Today is October 1st, 2024, and we have some very special guests on the show today. Members of the Thomas Sankara Center in Ouagadougou, Burkina Faso. Fatou Balora is a student at the University of Joseph Ki-Zerbo and a member of the Thomas Sankara Center for Liberation and African Unity. Wendlassida Wilfried Fabrice Simporé is a Burkinabe organizer born in Yako and raised in Burkina Faso. He's an anti-colonial artist and architectural assistant. He has organizing experience with the Socialist Forum of Ghana, having previously lived in Accra, and is a student of the life and legacy of Thomas Sankara. He is now a member of the All African People's Revolutionary Party, or A-APRP, and the Secretary General of the Thomas Sankara Center for Liberation and African Unity. And Inemesit Richardson is an organizer with the All African People's Revolutionary Party and the president of the Thomas Sankara Center for Liberation and African Unity. She is a daughter of the Nigerian diaspora, born and raised in Ohlone Territory, California, in Turtle Island, or the United States. In the past, she lived in Senegal and Ghana, where she studied neocolonialism and connected with Pan-African organizations before moving to Burkina Faso to help co-found the Thomas Sankara Center. Thank you all so much for coming on the show today, and welcome back to the show. Thank you. Thank you so much for having us on. We're really excited to be here, and we're excited to share more about what's going on in Burkina Faso and the importance of defending the AES. Absolutely. It's a real pleasure to have y'all here. And so we'll get right into the interview questions. I wanted to start out by asking, how has the political landscape in Burkina Faso evolved since the formation of the Alliance of Sahel States, or the AES? Okay, so I'm going to be interpreting back and forth, so my comrades here are able to share their responses. Alors, la première question est comment est-ce que le contexte politique ici au Burkina Faso a évolué depuis la formation de l'Alliance des États du Sahel? Non, c'est ouvert. Bonsoir à tous. Good evening to everyone. Wendlassida Simporé. I'm Wendlassida Simporé. On peut dire que le contexte a beaucoup évolué depuis l'avènement du président de l'AES, n'est-ce pas? So we can say that the political context in Burkina has evolved and transformed a lot since President Ibrahim Traoré has come to power. Je dis ça parce que moi personnellement, j'ai eu l'opportunité de voyager à travers l'AES. Donc nous avons pu rencontrer des groupes panafricains. Nous avons discuté avec une marge de la population. Donc pour cela, nous pourrions en tout cas dire quelque chose là-dessus. So I've had the occasion to travel throughout the Alliance of Sahel State countries, throughout the AES, and so that's allowed me to see the political evolution across the three states and to see some of the changes and transformations that have occurred. D'abord, nous connaissons l'un des facteurs qui a amené, bien sûr, à la formation de l'AES. Il y a le contexte sécuritaire qui a joué, qui était vraiment d'actualité. Donc, les trois pays ont trouvé nécessaire de s'unir pour joindre leurs forces afin de pouvoir développer le système sécuritaire. So the security crisis was one of the catalysts that led to the push for the creation of the Alliance of Sahel States. So we see that we are in a security crisis
and that's forced these three states to come together and to begin first with a plan of action geared towards addressing the security situation in the Sahel. Donc, contrairement à ce que les médias occidentaux disent, nous vivons au sein de l'AES, nous savons ce qui se passe. Je pense que ceux qui ont prêté attention et qui suivent bien sûr les actualités locaux à travers l'AES verront qu'il y a un changement considérable concernant la sécurité au sein de l'AES. So contrary to what all of the Western media puts out and the information that you see in that sort of mainstream Western media, those of us who live here on the ground within the Alliance of Sahel states can observe, concretely in our lives the way the security situation has transformed and improved since the Alliance of Sahel States was formed. Donc, malgré les différentes oppositions, vous savez que l'AES a vraiment plusieurs ennemis. D'abord, les terroristes qui sont en train de s'aimer la terreur au sein de la population et aussi quelquefois à l'armée. Et aussi les impérialistes, parce que l'AES a vraiment travaillé aussi sur ce côté-là, dans sa lutte pour la souveraineté. Donc, du coup, il ne va pas s'agir, bien sûr, seulement du contexte sécuritaire et aussi d'autres aspects que nous devrions mentionner forcément. Donc, the AES, there are some opposing forces to the AES. There are enemies of the AES. To give you an example, there are the terrorists who work to destabilize the AES, and there's also the imperialists who also work tirelessly to try to destabilize the AES. Donc, malgré tous ces aléas, la sécurité a vraiment beaucoup changé. Et je prends l'exemple du Mali où ils ont réussi à reconquérir d'autres territoires. Je pense que ceux qui suivent l'actualité peuvent le savoir. Et il y a aussi le Burkina Faso où le président a eu à dire plusieurs fois qu'il n'y a pas d'endroit au Burkina Faso où les soldats ne peuvent pas y mettre le pied. So we can see, for example, concrete improvements in the security situation in spite of these attacks or these attempts rather to destabilize the AES. For example, in Mali, several parts of the Malian territory have been reclaimed. And here in Burkina Faso, the president has explained that there's no place in the country right now where soldiers don't have access or cannot go. C'est pareil au Niger, où les soldats peuvent aller partout dans leur terre et au lieu de rester à la défensive. It's the same thing in Niger, where soldiers can go anywhere on their land and don't have to just stay on the defense. Pour regrouper les similitudes, vous savez, avant l'AES et avant l'avènement des trois présidents, et nos armées étaient la majeure partie du temps positionnées sur la défensive. So before the AES, to give you a comparison, before the AES, our armies were mostly on the defensive side. Donc maintenant, nos armées partent à l'offensive. Ils recherchent n'importe où dans les différents territoires de l'AES où le danger peut en venir. Ils recherchent les terroristes partout où ils le peuvent. But now we see our militaries are also on the offense, and they're able to go anywhere in the country to scout out where terrorists are, planning dangerous plots or, enacting violent activities, and they can actually target these terrorist groups. Donc, en secondo, nous allons parler aussi d'autres aspects à travers la population. J'avais dit tantôt que nous avons pu voyager à travers l'AES et nous avons pu voir l'engouement des différentes populations, l'amour en fait que ces différentes populations se partagent, les ressemblances et j'en passe. And so, I've been around the AES. You've been able to do the tour of the three AES states, and we can just see the deep
love and connection between the AES people. Yeah. Donc actuellement, toute la population de l'AES se reconnaissent en un seul peuple. Donc, n'allez plus voir en fait parler de division et autres. Quand on part dans les 3 pays, nous savons que et nous sommes convaincus que nous sommes un même peuple et nous appartenons à une seule partie. And so now, when you go around the AES, it's very, very clear that people of the AES consider themselves to be one single people. They don't believe in these divisions. They really see themselves as part of one single AES people, one single AES identity. Rien qu'il y a quelques semaines de cela à Bamako, différentes organisations à travers l'AES ont signé un mémorandum pour les peuples de l'Alliance des États du Sahel. Cela prouve vraiment la cohésion, d'abord à travers les organisations de la société civile et bien sûr de la population. A few weeks ago in Bamako, the people met together, Bamako, capital of Mali, people met together to sign a memorandum called the AES of the People. And it's basically a regrouping of all the different people's organizations, civil society, grassroots organizations, all coming together as one under one umbrella to defend and support and grow and expand the AES. So we can see the relationship. Troisièmement, nous allons parler d'économie. Vous savez, nous savons en tout cas que beaucoup de choses vraiment s'améliorent. Bien sûr, moi étant burkinabé, les choses s'améliorent dans la vie des Burkinabés. So speaking also of economic matters, we can see that things are really improving. And myself as a Burkinabe, I can see some improvements on an economic level. C'est vrai, quand je dis comme ça, il faut bien sûr expliquer parce que d'autres vont se dire que la vie est devenue chère et que les Burkinabés sont prêts, en fait, les Burkinabés actuellement se sont donnés à cœur pour soutenir notre gouvernement. Donc pour cela, tout le monde est prêt, tout le monde en tout cas est d'accord pour l'effort de guerre que nous payons pour que l'armée puisse être très bien équipée. There are some people who might say, well, the cost of living is high, but you have to understand that Burkinabe are really ready to make certain sacrifices to defend the country, to defend the homeland. So we're willing to pay a certain price for, increased security measures, for the war efforts, and all that's necessary into defending the country. Donc, spécialement au Burkina Faso, nous ne sommes pas figés uniquement sur le côté sécuritaire. Il y a le côté social aussi qui est fait. Il y a des hôpitaux que le gouvernement est en train de construire. Il y a des écoles aussi qui sont en train de construire. Et il y a une amélioration. Je pense que le président, à une de ses sorties, le président Traoré, a très très bien souligné sur le fait que le système éducatif doit être changé. Et je pense qu'ils en sont là-dessus. Dans le domaine. Okay, so it's not just economic questions it's not just security questions that we are resolving, or we're not just addressing security concerns, but we're also seeing a lot of social concerns addressed as well. So we see that the government is building new hospitals. We're seeing that the government is working on building new schools. Ibrahim Traoré has recently spoken about the importance of educational reform, which is a project that the government here is beginning to embark on as well. Et dans la santé aussi. Le gouvernement est en train de faire des efforts, spécialement sur le côté de la santé, bien sûr, pour que chaque Burkinabé, où qu'il soit, puisse bénéficier, en tout cas, même si ce n'est pas gratuitement, à un coût léger, qu'ils aient en tout cas accès à la santé. And we see, the same thing with health and healthcare. So the government is working hard to make healthcare as universal as possible. So even if it's not entirely free yet, they're trying to lower the cost as much as they can to make healthcare more accessible. Au Niger, par exemple, quand nous avons été là-bas, nous avons
rencontré quelques représentants du Fonds de la Solidarité et ils nous ont dit clairement que les Nigériens soutiennent très très bien la transition. Nous avons dû en tout cas avoir de nos propres yeux comment tous les Nigériens sont prêts pour accompagner leur gouvernement. So when we were in Niger, we met with the head of the Solidarity Fund to support, the Nigerian struggle and war efforts, and they explained to us that the Nigerian people are very, very dedicated to supporting these efforts, and they make the sacrifice to contribute very generously as much as they can to these solidarity funds, and that the people of Niger, we saw very clearly, have a very, very deep love of their government. Donc, pour couper court pour ma partie, et au-delà des difficultés, bien sûr, que nous traversons maintenant, parce que, vous savez, c'est pas dur en fait. C'est pas facile de quitter d'un autre système à un autre. Donc, j'ai dit, il y a plusieurs changements qui s'opèrent un peu de partout, mais bien sûr, il y a aussi quelques difficultés que nous essayons de surmonter. Mais vu que tous les peuples ont accepté ce sacrifice-là, on ne ressent vraiment rien du tout. Voilà, donc c'est pour dire en bref qu'il y a eu vraiment un changement radical dans tous les secteurs depuis l'avènement de l'AES. So to wrap things up, we see that there are a lot of changes across the AES, and change doesn't happen overnight. You don't change from one system to another system overnight. There's things that we still have to overcome. There are struggles in front of us, but we can see that within every sector of society, we see at least there's been the beginning of some level of change that has begun since the AES formed and since this process has begun. Thank you so much for that response. Fatou, can you share any personal experiences or observations on how Burkina Faso has changed politically and socially since joining the AES? And in your view, how has the AES impacted the fight against or the fight to end the security crisis in the Sahel? And what role does political consciousness play in this struggle? Alors, Fatou, est-ce que toi, tu peux expliquer à travers tes expériences personnelles des changements que tu as vus, tu as vécu depuis que le Burkina Faso a rejoint l'AES, et aussi, est-ce qu'il y a des changements sur le côté des crises sécuritaires aussi, à ton avis, et aussi dans la conscience politique? Déjà à mon niveau, je suis comme ma biographie le simule, je suis étudiante. Du coup, on a un système depuis la venue des indépendances qui n'a pas vraiment changé depuis ce temps. Et on voit que nous, en tant qu'étudiants, on voit que les choses se bougent maintenant au niveau de l'université. Il y a vraiment des changements. Je vais te couper et puis... So as my biography shows, I'm a student. So I'm a university student. And if you look at Burkina Faso, since the time of flag independence, we have had an educational system that has not really changed or worked for us. But now I'm beginning to see some changes. Voilà. Au-delà de ça, du côté de la sécurité, il y a beaucoup de changements parce que la zone des 3 frontières était une zone vraiment inaccessible, très dangereuse. Et avant l'avènement de l'AES, avant l'avènement spécialement du régime burkinabé actuellement, il y avait des zones qui étaient sous emprise terroriste. Ça veut dire des zones où nos armées n'avaient pas accès, des zones où des populations étaient obligées de partir, de quitter ces zones-là. Mais actuellement, les populations ont rejoint des zones et il y a des zones, toutes les zones actuellement sont sous contrôle de l'État burkinabé. Et on ne peut pas dire qu'il y a telle zone qui est sous le contrôle des terroristes actuellement. So also, addressing the security question, so the border zones of Burkina Faso, Mali, and Niger, there is this shared border area, and that was the heart of the security crisis. And
for one moment, at one point, it was inaccessible because it was controlled by terrorists. But now we're in a place where you cannot say that there's any zone in the country where the government or the soldiers cannot circulate. We can see that there's much more ease of circulation across the border zones, and that we can see that there's the entire country it can be accessed now by the Burkina Faso military forces. Des familles peuvent voyager parce que à son temps, avant l'avènement de l'AES et de cette force conjointe militaire-là, c'était difficile pour les populations de certaines localités de pouvoir communiquer ensemble, de pouvoir communier ensemble, parce que les terroristes coupaient les ponts, coupaient les routes, ils détruisaient tout ce qui pouvait être utilisé par les populations pour se connecter. Donc, mais actuellement, je pense que ça va nettement parce que les choses sont en train d'être, comment on appelle ça, reprises en main, et les populations arrivent à voyager, les gens arrivent à aller de ville en ville. Il y a toujours quelques villes qui sont en risque, un peu en risque, mais quand même, il y a une nette amélioration par rapport à avant. So if you look at the example of certain families, at the height of the security crisis, families were cut off from one another. It was hard for certain families to communicate, to gather together, because terrorists would target places like they would target bridges, they would target certain public infrastructure that would end up making it impossible for families to basically come together if they are, spread apart. But, we're seeing, little by little, there's some actual changes. We don't really see this same level of separation anymore. We are seeing improvements in this area. Du côté de la population, je vais dire qu'il y a une nette connexion. Bien avant l'AES, il y avait une certaine forme de connexion entre les trois peuples, parce que évidemment c'est le même peuple, mais depuis l'avènement de l'AES, il y a eu une plus forte connexion. Il y a eu comme des gens qui étaient séparés, des proches qui étaient séparés par une force quelconque, et maintenant ils ont la possibilité de se reconnecter. Donc il y a cette renaissance là au sein de la population, et franchement partout où je passe, partout où il y a des Maliens, où il y a des Nigériens, je me sens comme je suis avec mes frères et sœurs, et ils se sentent aussi comme ils sont avec leurs frères et leurs sœurs. Il y a vraiment plus cette histoire de frontières, ce n'est plus qu'une affaire de formalité et non psychologique. And Mano, on the level of the people, it's true that even before the AES, there was a strong feeling of unity between the people, of Africa and the Sahel, and we had those relationships and we've always felt close to each other. But since the time of the AES's formation, we now completely see each other as brothers and sisters. When I'm around people from Mali and Niger, I'm entirely welcome. We really see each other as one people. We see, ourselves as really a united people. And one family, and so we just see an explosion in terms of the unity and the feelings of unity across the people. Côté idéologique, je ne vais pas trop parler là-bas parce que vous voyez déjà, vous avez vu la visite du camarade Ibrahim Traoré au Niger, c'était au Niger, et vous avez vu la population nigérienne qui est sortie l'accueillir, c'est du jamais vu. Un peuple qui sort pour accueillir le président d'un autre pays, c'est vraiment, avec cet amour-là, c'est vraiment du jamais vu. C'est pour dire qu'idéologiquement, ils le considèrent comme leur président. Idéologiquement, ils ont compris toute la population. Ça, c'est un cas que j'ai pris spécialement du Niger, où toute la population a compris vraiment la voie idéologique, la lancée idéologique dans laquelle l'AES est. Et c'est le cas partout, que ce soit au Niger, au Burkina et au Mali. Au sein de l'AES, la population est éveillée, la jeunesse est éveillée. Les personnes, les vieux et consorts aussi sont dans la danse, contrairement par exemple dans d'autres pays où la jeunesse est un peu distraite par d'autres choses. Ici au Burkina, et au sein de l'AES, la jeunesse est vraiment consciente, elle est vraiment éveillée idéologiquement, et elle est prête à se sacrifier, à se battre pour la libération totale de l'AES et de l'Afrique.
Now, on the level of ideology, I don't even have to say much because I'm sure you've seen it the way the people of Niger poured out into the streets in mass when President Ibrahim Traoré arrived there for the summit. That is something we've never seen before. Where have you ever seen that before? The way people came out in the thousands to celebrate the president of another country. So we can see that the masses of people in Niger, for example, are really ideologically in a solid direction, where they understand, this concept of African unity, and understand, this struggle. And so that was really something that, again, we've never seen that kind of thing before, where we just have thousands and thousands of people out in the streets to welcome the president of another country. And also, the people of the AES are so ready to make enormous sacrifices of their own, enormous sacrifices to defend the AES and to defend the struggle and to do whatever it takes, to defend the process that's in place here, whether it's in Mali, whether it's in Burkina Faso, whether it's in Niger. We see this across the 3 states. Aussi, on remarque nettement, quand on va dans les structures de l'État, on remarque nettement que le niveau de corruption a vraiment baissé, parce que avant c'était le service de l'État, c'était de l'anarchie. Aucune réglementation suivie, les gens, c'était la corruption et tout ça. Mais actuellement, on voit qu'il y a une certaine forme de pression, de conscience des gens qui travaillent pour l'État, qui sont vraiment conscients et qui se mettent vraiment dans la danse et dans la vision du gouvernement pour améliorer les choses. We also see major improvements when it comes to the question of corruption. Before, the public service was very, it was like anarchy, the way that they handled these kind of corruption concerns. Everybody was doing his own thing or his or her own thing. It was very, they were not regulating or really on top of addressing concerns around corruption, but we don't see that anymore, where, there's a crackdown on corruption, and there's a lot of effort to make sure that funds that are for the public service and the public good are going towards the public service and the public good. Okay. Thank you so much. And just to... Wendlassida wants to know if it's possible to add something. Sorry. Oh, please, go for it. L'AES vient de fêter, je pense, une année. Et déjà pour dire que les choses sont en train de très très bien avancer, il y a déjà le passeport commun de l'AES qui vient d'être lancé. Donc, ce passeport-là pourrait être permis, en tout cas, à tous les peuples de l'AES de pouvoir voyager partout. Vraiment, ça, ce sera un passeport qui va vraiment répondre aux exigences, qui va répondre aux envies, en fait, de la population. Avec ce passeport-là, nous n'allons plus trouver le complexe, en fait, d'être burkinabé, nigérien ou malien. Avec ce passeport-là, nous avons formé, je pense, un seul peuple, et le peuple de l'AES. So the AES has just celebrated its first anniversary of its formation, and there's now an AES passport that is being launched that will allow for the people of the AES to travel freely, throughout the AES and around the world, and it's going to eliminate this complex of, Burkinabe, Malien, Nigerian. No, because we will have one AES passport. We're just going to see ourselves as one AES people. Donc ça, c'est déjà un processus, et nous espérons en tout cas que les choses vont aller jusqu'à former un seul peuple, voilà, une seule nation, et bien sûr, tout cela, c'est dans la ligne, en fait, de notre lutte, celle de former dans un futur proche les États-Unis de l'Afrique. So that's just, one step. And we're hoping with this passport step, it will push us closer towards really becoming one single people, united under one single nation. And, it will be also a big step towards the direction of creating our future goal of the United States of Africa. Yeah, no, that's very promising. Thank you for that. And just to move on, I wanted to ask you, Fatou,
Well, it seems that the U.S. and its proxies, such as the UAE and Ukraine, are directly or indirectly funding many of these terrorist groups that are operating in the Sahel. In fact, this past week at the UN General Assembly in New York City, President Biden, the US, made what I would call an admission and not an announcement that the UAE is a major defense partner. Um, what is your or was your reaction to this admission from President Biden? And what role do you think the U.S. and its proxies, such as the UAE and Ukraine, are playing in supporting so-called or terrorist groups and generally trying to destabilize much of the continent? Alors, la question est pour Fatou. Que, euh, euh, Quel est le rôle en fait des États-Unis, mais aussi des alliés, des proxys des États-Unis comme les Émirates et l'Ukraine dans le soutien du terrorisme dans l'AES. Pour exemple, il a remarqué récemment pendant l'Assemblée générale de l'ONU, le président Biden a même admis que les Émirates est un grand partenaire dans la défense pour les États-Unis. Alors, il veut comprendre comment on voit le rôle des États-Unis et aussi les Émirates et aussi l'Ukraine et d'autres alliés des États-Unis dans le soutien du terrorisme et leur activité ici. Déjà, je tiens à dire que les gens ici au sein de l'AES comprennent comment fonctionne l'Occident et les États-Unis. Ils comprennent que c'est des pays qui fonctionnent en bloc et que c'est des pays alliés et que c'est des pays qui défendent les intérêts de chacun entre eux. Donc, forcément, quand il y a l'intérêt, par exemple, des États-Unis à quelque part, il y a les intérêts de l'Ukraine là-bas. Et quand la France, par exemple, est attaquée à quelque part, les États-Unis ripostent d'une certaine façon, même si c'est de façon très cachée, mais d'une certaine façon, ils ripostent. Mais quand on va déjà même sur, comment on appelle ça, le rôle même que jouent les États-Unis et les alliés en Afrique, c'est de comprendre que les États-Unis, c'est une très grande nation de récolte de données très sensibles de chaque État à travers leur camp militaire. Comment ça s'appelle encore? Les bases militaires américaines. Africom? Voilà, Africom, leur système Africom, à travers beaucoup d'organismes humanitaires, soi-disant, qui peut, par exemple, quand on prend ici au Burkina, le gouvernement a dû interdire ou limiter certains déplacements aux organismes humanitaires, parce que comme ils avaient l'accès libre, sans contrôle et tout ça, ils pouvaient être en contact, ils arrivaient à être en contact avec les terroristes, à les alimenter, à les donner des armes et tout ça, à les donner le nécessaire pour qu'ils puissent résister, parce que sous comment on appelle ça, le principe de la neutralité, ils prétendent que ce soit terroristes ou soldats, eux, ils n'ont aucune partie prise et ce qu'ils doivent faire, c'est de protéger ou bien de soigner tous les deux. Alors on sait évidemment que ces terroristes, ce n'est pas des gens qui sont là pour le bien de toute la nation, par exemple, Burkinabe. Donc ça, c'est déjà, quand on est dans ce système-là, on montre déjà. Pardon, je dois t'occuper si je vais, mais garder la pensée parce que faut pas oublier, mais si je coupe pas, je vais pas pouvoir te dire. So she said a lot of things. I wanted to hold her thought so she doesn't forget, but I won't be able to remember it all if I don't cut her off real quick. But she said to begin with that we have to she said we in the AES are very, very clear. The population is very, very clear in understanding how the Western system works. We understand that there's a Western bloc, and they have this touch one, touch all mentality. So, anything that's in the United States' interest right now, Ukraine is going to defend. Anything that's in Ukraine's interest right now, the United States will defend. When France has, an attack somewhere, the United States is implicated in it. When, the United States has an attack somewhere in the AES,
France is implicated in it. So we understand, their sort of the way that they function as a bloc and their allies and how that works. We also understand the United States is a massive military power through AFRICOM, but there's another aspect to this that isn't as discussed, which is the role of U.S. and in general Western NGOs in supporting terrorist organizations that are, this is tied to their defense system, even though that they claim that they're NGOs, it's separate. We see it as one of all of this the same thing. And how does it work? Well, NGOs operate on this sort of pretext or this sort of notion of neutrality. And what does neutrality mean? Well, they have this free circulation where they can get into any aspect, any side of the country, any corner, remote corner. The NGOs somehow are able to show up and be there. Even before, at a time when the soldiers didn't have access to certain spaces, somehow NGOs had access to these spaces. And because of their sort of purported neutrality, but basically what they're saying is that we give resources to people on both sides. We don't pick a side, right? So we'll give resources to the general public, regular civilians, and we'll give resources to terrorists because we're neutral. We don't pick a side, and that sort of neutrality allows them to go in and provide, for example, maybe they'll say, we're providing food or humanitarian items or these kinds of resources even to the terrorist organizations because we don't pick any side in the struggle or whatever. And Fatou was saying that obviously these people who are part of terrorist organizations are not working for the interests of the country. These are not people who are working for the benefit of the nation, and that's why there has been some crackdown on these Western NGOs as well. Ce système d'organismes humanitaires et de bases militaires là permet aux États-Unis et alliés de récolter des informations très sensibles pour les transmettre à leurs alliés, les autres pays et tout ça, mais aussi les transmettre d'une certaine façon aux terroristes. Parce qu'on a souvent des informations, on ne sait pas, des gens qui sont dans le désert sans aucun système de récolte de données, aucun système d'espionnage qui ont ces genres d'informations très sensibles. On se pose vraiment les questions de où ça vient et comment ils ont pu avoir ce genre d'informations. Et l'autre aspect aussi de ça, c'est que en fait, ils arrivent d'une certaine façon à passer illégalement des armes et de la liquidité, de l'argent aux terroristes. Parce que ici, le gouvernement a pris une décision à un moment donné qu'il est interdit aux organismes humanitaires de donner de l'argent liquide ou bien de retirer de l'argent liquide pour quel projet que ce soit. Ça doit se faire de virement en virement pour que ça puisse être suivi. Donc, tout ça, c'est pour limiter cette façon de soutenir les terroristes. Parce que souvent, on a des attaques, quand on attaque, par exemple, nos forces armées arrivent à attaquer des terroristes, on voit des armes lourdes, des armes de dernière génération, des armes, on se demande, mais ces gars, ils gagnent ces armes-là où? Dans ce désert. Ils gagnent ces armes où? C'est des armes de dernière génération, des armes qui ne sont même pas encore, que nous-mêmes, en tant qu'État, nos militaires n'ont pas. So, okay, a couple of things. What was the first thing? Je parlais d'abord de collecte des informations. Yes. So these U.S. military bases and also these humanitarian or so-called humanitarian organizations are really, really good at developing an intelligence network and creating intelligence and using also their these bases and organizations for espionage. So we see that they're going out and they're collecting all sorts of different information and they're transporting that back into their headquarters, and they're also giving this sort of intelligence to terrorist organizations in even very remote places. So we find that oftentimes the military will show up somewhere in the middle of the desert, and these terrorist groups will have access to like highly classified information, and how do they have information, like all access to this very sensitive information when they're out in the most remote sections of the country, in these most rural, parts of the desert. And so she talked about how, this is because both the U.S. military bases, but also the U.S. Humanitarian organizations are forming this massive sort of intelligence network that it is connected to even these remote regions where there are terrorist groups operating. And she talked about how avant
Avant les armes, tu as dit quelque chose. Les récoltes, c'est les informations et puis les armes. Voilà, à leurs alliés et aux terroristes et qu'eux-mêmes utilisent, mais aussi ils utilisent le truc de l'humanité. J'ai pris ça. Voilà. Après ça, c'est les armes. De l'argent, de la liquidité, des armes, de la nourriture aux terroristes et tout ça. Yes. And so, and then, these humanitarian groups are also distributing funds and arms to terrorist organizations. And again, it's based off of how they operate. They're supposed to be neutral. They just kind of go around diffusing money in different areas where terrorist groups basically can access them, knowing that they're going to end up in certain hands. And so the government has stepped in to basically say that they need full transparency around projects that are, humanitarian projects, NGO-led projects. We can't just be having NGOs come up in here spreading money any which way, and then we see that the terrorist groups are now like super well armed, because that's what's been going on. The NGOs and humanitarian groups have been coming in, giving money to different projects, and then money has been going to different terrorist organizations. So we see that, like, again, even in the remotest places in the middle of the desert, we see that there are very, very, very well armed terrorist groups operating. They'll have the latest weapons, the latest generation of arms that even the military doesn't have. And how do you have that in the middle of the desert? Who is giving you this equipment? And so these are serious questions that have been posed, and that's why there has been much more restriction around how NGOs and humanitarian organizations are allowed to operate around here. Aussi, bon, je pense que ça, Inem, par exemple, est mieux placé pour expliquer comment, mais il y a les documents déclassés de la CIA qui montrent clairement, qui prouvent clairement l'implication des États-Unis dans le terrorisme au Sahel. So she said that she thinks that I am probably maybe better suited to talk about it, but there are certain CIA documents that have been declassified that talk about their role in spreading terrorism in the Sahel. I don't necessarily know if it's CIA documents. This is just sad, but there have been certain things that have been found in terms of American or U.S. mercenaries or even French mercenaries or spies being caught in places that they shouldn't be, having been caught by Malian, usually Malian, sometimes Nigerian, Burkinabe, even in Central African Republic, and that's a different door to open, but so many spies are being caught there by the government. Absolutely. Okay. Yeah, no, thank you for that. That was very helpful. And Wendlassida, I wanted to ask you how the broader geopolitical situation is impacting the AES, specifically the U.S.-NATO proxy war against Russia and Ukraine, U.S.-Israeli occupation and genocidal war against Palestine and the Axis of Resistance, and Cold War II, or as many are already referring to it as World War III, and the fact that the U.S. and its colonial European allies are trying to reverse the rise of China, Russia, and a multipolar world. Wendlassida, what are your thoughts on that? Alors, il veut comprendre comment la situation mondiale géopolitique est en train d'impacter l'AES. Pour donner quelques exemples, il a parlé de les guerres entre la Russie et l'Ukraine. Il a parlé de comment il y a les guerres, il y a les violences contre le génocide contre la Palestine, et maintenant il y a une guerre dans le Moyen-Orient d'Israël contre toute la résistance dans le Moyen-Orient. Et aussi, on voit que les États-Unis veulent aussi détruire les forces et les puissances de la Chine, la Russie, l'Iran, toutes ces puissances. Alors, dans ce contexte géopolitique mondial, comment est-ce que l'AES est impacté? Et il a aussi donné des détails qu'il y a certains qui appellent ce moment la deuxième ou la seconde guerre froide, ou même certains qui disent la troisième guerre mondiale. Bon, pour être je pense que les choses ont changé véritablement avec l'AES. L'AES étant constitué de pays souverains, ont cette diligence-là de
de négocier ou de traiter avec n'importe quel pays où il semble en tout cas avoir des intérêts. So things have really changed with the context of the AES being in place right now. So we have 3 states that are proclaiming their sovereignty and their right to work with any country with whom they so choose. Donc, bien sûr, nous savons qu'il y a en tout cas un impact du moment où ce contexte-là des guerres que nous voyons un peu partout peuvent en tout cas engendrer. Parce que lorsqu'il s'agit vraiment des guerres où certains moyens peuvent être utilisés, il n'y a pas de pays, en tout cas dans le monde, qui peut en tout cas se laver les mains. Donc, ça veut dire que ça soit de quelque manière que ce soit, de près en tout cas ou en profondeur, il peut en tout cas avoir des impacts au niveau de l'AES. So we're with the situation of these wars can have a massive impact on the AES, and we can't necessarily separate ourselves from the broader geopolitical context and the consequences that come with some of the geopolitical alignments that the AES is currently engaged in. Donc, oui, okay. Sorry. Donc, dans ce cas, nous voyons que de plus en plus, les différents pays de l'AES sont souvent accusés de pouvoir soutenir un pays ou l'autre. Nous voyons que ce n'est pas l'AES seulement. Il y a plusieurs pays aussi qui sont accusés sur ce côté-là. Et il y a le contexte vous avez cité les États-Unis, voilà, et autres, qui veulent forcément obliger les pays à pouvoir soutenir, voilà, soutenir en tout cas un pays qui est vraiment favorable à leur camp. Mais l'AES étant souverain, est capable en tout cas de négocier avec n'importe quel pays, bon, c'est-à-dire la Russie, qui est un partenaire de premier plan pour l'AES, qui le soutient à travers des armes et tout, où ils ont la facilité de pouvoir négocier, où ils ont la facilité de pouvoir payer les armes avec la Russie. So, we see, for example, there's accusations against the AES. There are, accusations that, the AES will support this country or that country. And, we see the United States really wants us to support their allies. And there's a big campaign that is trying to get states to support some of the United States' allies. To speak, I guess, more bluntly, we see that, the AES is aligned with Russia, which is one of our closest partners that is helping to the AES to receive weapons. And we defend the right of the AES to work with whichever state it so chooses to work with. Donc actuellement, l'AES évolue dans un système multipolaire où il a la capacité de traiter avec différents États, en tout cas qu'il juge indispensables. Donc, à travers la Chine, par exemple, il y a aussi des accusations qui se disent que la Chine est en train ou la Russie, mais plus précisément avec la Chine, que la Chine est en train de remplacer l'ancienne puissance coloniale, voilà, à travers les négociations de marché et un peu partout, que la Chine est en train de prendre les terres des Africains, mais bon, nous voyons ça contrairement, parce que l'AES étant souverain, sait très bien ce qu'il fait, et tous ces pays-là savent comment traiter avec ces différents pays. Donc, la plupart du temps, quand il y a des contrats, par exemple, c'est des contrats gagnant-gagnant, où chacun
en tout cas, est capable de s'asseoir sur une même table avec étant égaux pour négocier et voir en tout cas quel projet pourrait satisfaire en tout cas les deux parties. So, the AES is evolving within an increasingly multipolar world. And so we're really in a context of multipolarity. And we defend this right to work with any state that we choose to. And there's a lot of narratives that are spread. For example, there's this narrative around China, around Russia too, but he said mostly with China, which is this idea that China is coming to replace the colonial powers and to be the new colonizer. And, people will say, China's buying up land, China's doing trade wrong, this and that, but we don't see it that way. We see that, the AES knows what it's doing when it's dealing with China. Like it's able to sit down and negotiate and to make its own decisions and, to work with China from a place of sovereignty. So we don't see it, in that light. Malheureusement aussi, il y a aussi des contextes malheureux où nous sommes obligés d'en parler. Et je vais parler de la situation de l'Ukraine par exemple, de la guerre Russie-Ukraine qui est en train d'être, comment dire, nous n'allons pas dire délocalisée, mais il y a des effets en tout cas qui se font sentir comme étant ici. Vous savez, il y a eu entre-temps une attaque au Mali. Et malheureusement, en tout cas, quelques officiels ukrainiens se sont prononcés là-dessus pour se jeter des fleurs en disant que voilà, c'est grâce à nous que ces rebelles, qui sont considérés bien sûr comme des terroristes par le Mali, ont pu en tout cas mener des opérations de grande envergure où des soldats maliens sont morts ou des soldats partenaires russes aussi sont morts. Donc c'est des cas qui sont vraiment déplorables et que nous sommes obligés de dénoncer. And unfortunately, I do have to talk about the situation with Ukraine. And we look at the context of the Ukraine and the Russia war and how that's impacting the Sahel. So unfortunately, there was an attack on Mali and the Malian armed forces. Certain Ukrainian officials did come out to basically publicly congratulate themselves and to proclaim that they supported this attack against the Malian armed forces. So we are seeing that, Ukrainian officials have publicly confessed to supporting and backing rebel organizations, which are considered to be terrorist organizations that are operating in Mali and in the Sahel. Donc, pour faire court par rapport à tout cela, les choses ont vraiment beaucoup changé, surtout au sein de l'AES. L'AES évolue dans un système multipolaire. Donc, il n'y a pas un pays que ce soit aussi grand, aussi puissant qu'il est. Il ne peut pas, dans tous les cas, imposer à l'AES quoi que ce soit. Donc, nous sommes souverains et l'AES a le choix de choisir de supporter ou de ne pas supporter un pays que ce soit. Voilà. Donc, l'AES n'est pas aussi fermée comme ce que d'autres le disent. La situation diplomatique reste très très bien ouverte, mais à ceux qui veulent respecter bien sûr l'AES et ceux qui sont capables de pouvoir s'asseoir sur une même table étant égaux, voilà, pour traiter, l'AES n'a pas de souci en tout cas à cela. Donc pour dire l'AES continue à traiter avec plusieurs pays, voilà, mais dans le respect total et dans l'égalité totale. So once again, to conclude, the AES is really evolving within a multipolar context and a multipolar world. And, the AES is open to working with different countries and, can work with any countries that it chooses to. And contrary to popular belief, the AES isn't closed off.
Is it cutting off every diplomatic relationship and closing itself up to the world? The AES is very open, and it's open to different partnerships, open to different, to working with different countries, trading, collaborating with different countries. But it has to be countries that are willing to respect the AES and to respect the AES's sovereignty. That is what the AES is asking for. We'll work with anybody who can respect the AES as sovereign states and as a sovereign entity. But we are open, to the world, and we are building partnerships and, working with different states. No, thank you so much for that. But really, those are all of the questions I have for today. This has been a great discussion, a great interview. I wanted to ask if there's anything that y'all wanted to add or discuss before we close. I know y'all have some projects that you're engaged in. Alors, ça conclut toutes mes questions pour ce soir. Je vais vous remercier parce que ce sont de très, très bonnes interventions. Maintenant, je veux juste ouvrir à vous si vous avez quelques mots pour conclure, si vous voulez parler. Je sais que vous avez certains projets que vous êtes en train de développer. Alors, si vous voulez partager certaines choses avec nous avant de terminer. Tu veux, Fatou? On peut parler des affaires du sang. Oui, je pense que c'est ça. Merci à toi, Tombé, pour l'occasion parce que, comme on le dit, nous sommes en guerre. L'AES est en guerre avec l'impérialisme et le capitalisme d'une certaine façon. Mais aussi, ce n'était pas simplement une guerre de terrain, c'est aussi une guerre d'information, de communication et tout ça. Et c'est même le côté le plus important même le côté le plus important de cette lutte-là. Parce que on ne peut avoir des alliés, on ne peut avoir des gens qui comprennent notre vision, qui adhèrent à notre lutte, que si ces gens-là sont au courant de ce qui se passe avec nous. Voilà, c'est un peu ça. Donc, toute personne qui est dans cette lancée, toute initiative qui est dans cette lancée, de faire comprendre vraiment ce qui se passe au sein de l'AES est vraiment louable et à saluer. Donc, le merci est à toi, camarade. Au centre, comme on l'a pas mentionné durant l'interview, mais c'est un centre de formation idéologique et politique. Un centre où on essaye de donner une perspective panafricaniste, une perspective panafricaine, une perspective socialiste aux populations, une perspective plus réaliste, voilà, à nos jeunes, les pionniers. Donc, on a beaucoup de projets en cours. Je vais laisser Inem traduire d'abord. Okay, so she wants to start by first thanking you, Tunde, for having us on. And also she wants to remind everybody that we are in war out here in the AES. We're at war. And it's not just a war for land. That's part of it. It's partially a war for our land, but it's also an information war. There's an information war that is happening. And, it's very, very important that people have access to information about the AES, that people know what's going on. And so, she says she wants to thank people who are seeking out the correct information from the source, concerning the AES. And then to talk about the Thomas Sankara Center and its projects. So to explain the Thomas Sankara Center, she said the Thomas Sankara Center is a political and ideological center focused on spreading Pan-African and socialist political education to both adults as well as children. We have our pioneers, and she wants to mention some of the Thomas Sankara Center's projects, but she told me to stop and translate before she gets into that. Actuellement, vous l'avez sûrement remarqué sur nos réseaux sociaux, on a lancé une campagne parce qu'on est en projet d'ouverture d'un autre centre Thomas Sankara à Niamey, qui va être le lancement d'un projet AES dans son ensemble.
question de permettre aux autres populations de l'AES d'avoir aussi accès à ce que les populations du Burkina Faso ont comme information, comme outil pour leur élévation idéologique, pour leur épanouissement consciencieux. So for those of you that follow us on social media, I'm sure you've already seen by now, we are currently working to launch another Thomas Sankara Center, which will be based in Niamey, the capital of Niger. So now we are trying to spread resources as well in Niger. So it's not just Burkina Faso, but an AES project. And it's very important that we are able to bring these revolutionary resources, these revolutionary materials into Niger to serve as tools for the people's political development and growth. Donc, tout soutien est le bienvenu. Toute personne qui peut apporter un soutien, que ce soit matériel, financier ou sur la base des idées, on les reçoit en plein cœur, avec le cœur bien sûr, et que ce soit des livres, que ce soit du cash pour les livres, que ce soit du cash pour le déplacement des camarades, parce que forcément on aura besoin d'une certaine connexion entre des allers-retours entre les camarades du Niger, les camarades du Burkina, pour mieux coordonner les choses et pour mieux gérer les choses. Donc toute personne qui voudrait contribuer à ça, qui voudrait vraiment faire partie de ce grand projet-là, de ce projet d'unification des peuples de l'AES, pas que l'unification des États de l'AES, mais l'unification des peuples de l'AES, peut vraiment contribuer dans ça. Ne regardez pas que c'est petit, même si c'est $1, chacun donne, on fera quelque chose avec. Même si c'est un vieux livre qui parle de l'idéologie, je pense que ça pourra faire l'affaire. So, anybody, we really want to put a call to anybody and everybody who would be willing to support us in any way. Maybe it's material support, financial support, even sharing ideas. But it's really important now that we, ask for support for this project. Maybe you might have access to books that you can help us bring into Niger. Perhaps you have access to money to purchase books. Or we also need money for travel between Burkina Faso and Niger, because it's really, really important now that we're making this step, that we're able to connect the people of Burkina and the people of Niger on this people-to-people level. So this is about African unity. African unity is not just about unifying the states, but it's also about unifying the African people. And so we need this support so that we can build this concrete connection between the people of Burkina Faso and the people of Niger. So maybe all you have is $1 to give, but even that is an important contribution for us. Or perhaps you have maybe some old book that is talking about some sort of something that is positive in an ideological sort of sense that you could contribute. All of these are welcome. Merci. Thank you. Yeah, no, thank you so much. And we included a link to one way to support the Thomas Sankara Center in the banner at the bottom of the screen, and we'll include some of the other links in the description for this episode when folks are watching it. But yeah, we just wanted to say thank you all so much for coming back on the show, and we look forward to having you back soon. Il est venu nous remercier pour avoir parlé pendant le programme. Il a inclus un lien qui est sur l'écran pour là où les gens pourraient venir pour supporter la nouvelle bibliothèque qu'on va lancer au Niger, et qu'il aimerait échanger avec nous encore dans le futur. Merci. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, defend the AES. La patrie, le mort, nous vaincrons. The homeland or death, we will succeed. We will succeed. Okay. Thanks for We state these facts only to let you know that those of us who are revolutionary, Pan-Africanists, is not because we love revolution. It is historically determined, and we have no alternative but to follow history and to use history for the benefit of our people.